Quand j'ai commencé à rechercher la chronologie officielle de la construction de la Tour Eiffel, je m'attendais à trouver une documentation exhaustive. Des photographies montrant la progression, échafaudage par échafaudage. Des journaux d'ouvriers décrivant leur travail quotidien. Des registres métallurgiques traçant chaque tonne de fer depuis les forges jusqu'à Paris. C'est la structure la plus emblématique du 19e siècle après tout. Mais ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Une photographie de 1888, archivée à la Bibliothèque nationale, montrant la tour à ce qu'on appelle 50% de complétion. Sauf que le fer présentait des motifs de rouille nécessitant des décennies de vieillissement. La végétation autour de la base suggérait une croissance de plusieurs années. Les vêtements des ouvriers ne correspondaient pas à la période. Et puis, j'ai fait le calcul. 18 000 composants en fer, chacun ajusté individuellement, assemblé par 300 ouvriers en 26 mois, avec seulement des grues à vapeur et des poulies à cordes. Impossible. Les contrats originaux ne contenaient aucune spécification métallurgique, aucun registre de fonderie, aucune documentation sur la provenance du fer. Et la tour elle-même s'alignait parfaitement avec un réseau mondial de structures similaires, suggérant non pas un monument décoratif, mais un système de positionnement hérité. Alors j'ai posé la question. Et si l'exposition n'était pas l'inauguration de la tour, mais son dévoilement public? Je m'attendais à trouver le journal de construction de Gustave Eiffel rempli de détails techniques quotidiens. Mais ce que j'ai découvert était un silence inexplicable. J'ai ouvert les archives nationales avec l'excitation d'un chercheur sur le point de confirmer l'histoire officielle. Au lieu de cela, j'ai trouvé des vides. Des mois entiers pendant les phases d'assemblage critique sans aucune photographie. Pas de témoignages d'ouvriers. Pas de rapport d'accident malgré 300 hommes travaillant 60 heures par semaine à des hauteurs mortelles. Quelque chose clochait dès le début. J'ai aligné 12 photographies officielles de phases de construction côte à côte. Les dates inscrites au dos s'étalaient sur 6 mois. Mais les formations nuageuses étaient identiques, pas similaires, identiques. Les mêmes nuages, photographiés à 6 mois d'intervalle. J'ai continué à examiner. La végétation montrait des contradictions saisonnières impossibles. Des arbres en fleurs dans une image d'hiver. Des feuilles mortes dans une photo de printemps. Les bâtiments en arrière-plan présentaient des séquences de démolition et de construction dans le mauvais ordre chronologique. Comment expliquer cela ? Des photographies prises en 1888 montrent des échafaudages qui auraient dû être démontés selon le calendrier officiel. Des images étiquetées mars 1888 révèlent des structures censées avoir été assemblées en août de la même année. Ce n'était pas une simple erreur de datation. C'était un schéma systématique de chronologie impossible. Et puis il y avait le problème des rivets. 2,5 millions de rivets, chacun nécessitant une température précise de 1000 degrés Fahrenheit. Chacun devant être refroidi et sécurisé dans une fenêtre de 90 secondes, en conditions extérieures, par tous les temps. J'ai fait le calcul 3 fois pour être certain. 300 ouvriers auraient dû réaliser 385 rivets parfaits par heure. Chaque heure, pendant 26 mois, sans interruption, sans erreur, sans une seule blessure documentée causée par du fer en fusion. Pourquoi aucun accident avec du métal à 1000 degrés? Pourquoi aucun témoignage d'ouvriers décrivant le processus? Pourquoi cette précision surhumaine avec des outils du 19e siècle? J'ai continué à creuser dans les carnets personnels d'Eiffel. Vous savez, les documents qu'on nous dit contenir les secrets de construction du monument le plus ambitieux de l'ère industrielle. Ces carnets ont été donnés aux archives françaises dans les années 1920, puis reclassés fragiles / accès restreint en 1934. Les pages restantes accessibles au public, des listes de courses, des rendez-vous sociaux, des notes sur des dîners mondains, mais zéro calcul d'ingénierie pour la structure la plus complexe de son époque. Les pages techniques avaient disparu, pas égarées, pas détruites par accident,
retirées de manière sélective. Seules les pages montrant la vie quotidienne banale d'Eiffel restaient disponibles, comme si quelqu'un avait soigneusement extrait tout ce qui pourrait révéler la véritable histoire de la tour. J'ai commencé à remarquer autre chose dans les plans originaux. Les 4 points de base de la tour s'alignaient précisément avec des canaux d'eau souterrains, pas approximativement, précisément. Des études géologiques modernes ont confirmé cette configuration. Chaque pied de la tour repose directement au-dessus d'un flux d'eau souterrain majeur. Les ingénieurs officiels appellent cela une coïncidence géologique heureuse. Mais était-ce vraiment une coïncidence ? Une structure conçue pour s'interfacer avec un réseau hydraulique souterrain ne ressemble pas à un monument décoratif. Elle ressemble à un composant fonctionnel, à un point de connexion dans un système plus vaste, à quelque chose d'hérité plutôt que d'inventé. Et c'est alors que j'ai réalisé que la vraie question n'était pas ce qu'Eiffel avait écrit sur la construction de la tour, c'était ce qu'il avait écrit sur la fonction de la tour. Et cela nous amène directement au problème de l'antenne. Un mystère qui transforme toute l'histoire officielle en mensonge documenté. Et c'est exactement là que le chapitre suivant commence. Je m'attendais à ce que l'antenne radio ait été ajoutée en 1898, 9 ans après la construction, pour sauver la tour de la démolition, comme le répète l'histoire officielle. Mais ce que j'ai trouvé dans les plans originaux de 1889 était impossible à ignorer. Les points de montage de l'antenne étaient déjà intégrés dans la conception de la plateforme supérieure. Pas ajoutés plus tard, intégrés dès l'origine, avec des conduits de câbles parcourant toute la hauteur de la tour. Soit Eiffel avait prédit la technologie radio une décennie à l'avance, soit la tour avait toujours été conçue pour la transmission électromagnétique. J'ai placé côte à côte les dessins architecturaux originaux de 1889 conservés au musée d'Orsay et les schémas de l'installation de l'antenne de 1898. La plateforme supérieure montrait des puits de ventilation mystérieux, positionnés exactement où les câbles d'antenne seraient installés 9 ans plus tard. Quelle était la probabilité que ces puits de ventilation correspondent parfaitement aux besoins d'une technologie qui n'existait pas encore officiellement? J'ai continué à chercher. Des notes d'essais métallurgiques déclassifiées dans les années 1970 révélaient que ces puits étaient tapissés d'un mélange d'alliage de cuivre inconnu dans l'industrie française des années 1880. Pas du cuivre standard, un alliage spécifique conçu pour la conductivité électromagnétique. Installé en 1889, 9 ans avant que la radio ne soit inventée. Comment Eiffel connaissait-il les propriétés exactes nécessaires pour la transmission radio en 1889 ? Pourquoi installer une infrastructure de conductivité électromagnétique pour une tour d'observation décorative ? La plateforme supérieure contenait 40 points de contact en cuivre espacés avec précision, intégrés dans la structure en fer. Chaque point nécessitait des techniques d'isolation galvanique non documentées dans la littérature d'ingénierie avant les années 1920. J'ai examiné les photographies rapprochées prises lors des rénovations. Chaque point de contact montrait des preuves de charge électrique soutenue. Des motifs d'érosion incompatibles avec le récit ajoutés plus tard. Ces points avaient conduit de l'électricité pendant des décennies, pas depuis 1898, depuis 1889. J'ai demandé accès à la correspondance entre Eiffel et le service télégraphique militaire français de 1889 à 1892. Vous savez ce qu'on m'a répondu ? Classifié pour la sécurité nationale. Des lettres vieilles de plus de 130 ans, toujours classifiées. J'ai fait une demande de liberté d'information. Réponse : document détruit pendant l'occupation de 1940. Mais voici ce qui est intéressant. Toute la correspondance de la même période concernant d'autres monuments parisiens, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, reste accessible au public. Seules les lettres sur la tour Eiffel ont été détruites. Seules celles qui pourraient révéler la véritable fonction de la structure. Le schéma est devenu impossible à ignorer quand j'ai comparé la configuration de l'antenne avec les conceptions de Nikola Tesla. La tour utilisait un système de transmission électromagnétique à 3 résonateurs, identique au design de Wardenclyffe que Tesla a créé en 1901 à 1902. Pas similaire, identique.
Les deux structures positionnées à 48 à 49 degrés de latitude nord. Les deux incorporant une interface avec la nappe phréatique souterraine. Les deux présentant une stratification de conductivité cuivre-fer. Deux inventeurs, deux continents, la même technologie exacte. Comment expliquer cela sans admettre qu'ils travaillaient tous deux à partir d'un modèle hérité? Pas d'innovation parallèle, pas de coïncidence, mais un héritage partagé d'une civilisation qui utilisait l'électricité atmosphérique comme réseau électrique intégré. Une civilisation qui comprenait la résonance électromagnétique d'une manière que nous avons oubliée, qui construisait des structures comme des composants d'un système planétaire. J'ai compris que quelque chose clochait quand j'ai réalisé que la tour ne ressemblait pas à un monument. Elle ressemblait à un résonateur. Pas une œuvre d'art en fer, une machine fonctionnelle déguisée en architecture. Et c'est alors que la question est devenue inévitable. Si la tour était toujours conçue pour la transmission électromagnétique, qu'est-ce qu'elle transmettait en 1889, 9 ans avant que la radio ne soit inventée? Et plus important encore, qui a enseigné à Eiffel comment construire un résonateur? Et cela nous amène directement au fer impossible. Un mystère métallurgique qui défie toute explication conventionnelle. Un secret qui nécessitait l'effacement systématique de tous les registres de provenance. Et c'est exactement là que le chapitre 3 commence. Je m'attendais à trouver des registres métallurgiques détaillés pour la plus grande structure en fer de l'histoire. Mais ce que j'ai découvert était une impossibilité documentée. L'enquête sur la provenance du fer de la tour m'a conduite aux forges de Pompée, en Lorraine. Les forges qui auraient fourni tout le fer pour la construction. J'ai ouvert leur registre de production de 1887 à 1889 avec l'assurance de confirmer les 7300 tonnes requises. Les forges n'avaient produit que 3000 tonnes documentées pendant cette période. Pas 7300, 3000. Où étaient les 4300 tonnes restantes? J'ai cherché des manifestes d'expédition. Aucun pour la tour. J'ai cherché des tampons de fonderie sur les composants existants. Aucun marquage cohérent. J'ai cherché des registres de composition chimique. Aucune documentation. 4300 tonnes de fer sont apparues à Paris sans provenance, sans traçabilité, sans explication. Comment déplace-t-on 4000 tonnes de métal sans laisser de traces documentaires? Des rapports d'analyse métallurgique commandés dans les années 1980 et discrètement archivés montraient quelque chose d'encore plus troublant. Le fer de la tour contenait des ratios d'éléments traces incompatibles avec n'importe quelle fonderie européenne connue du XIXe siècle. Spécifiquement, des proportions de manganèse-silicium correspondant uniquement aux techniques de fer de marée suédois d'avant 1800. Pourtant uniforme sur toute la structure, suggérant une seule coulée massive, pas un assemblage fragmentaire. Une seule coulée de 7000 tonnes, impossible avec la technologie de 1880. Chacun des 18 000 composants en fer était coupé avec des tolérances de 0,1 mm, l'épaisseur d'un cheveu humain, avec seulement des limes manuelles et des scies à vapeur. J'ai contacté un atelier moderne spécialisé dans les reproductions historiques. Ils ont essayé de reproduire les pièces originales avec des découpeuses laser CNC. Leur réplique montrait une variance de 0,3 mm, 3 fois moins précise que les artisans à la main de 1880. Soit les ouvriers du XIXe siècle possédaient une précision surhumaine, soit les composants ont été coupés avec une technologie non officiellement inventée avant l'ère de l'usinage CNC dans les années 1950. J'ai retracé chaque pont, chaque ligne de chemin de fer, chaque projet de construction en France entre 1885 et 1890. Les registres des forges de Pompée contenaient des manifestes détaillés pour chacun. Chaque tonne de fer tracée depuis la fonte jusqu'à l'installation. Sauf pour la Tour Eiffel. Un vide de 6 ans dans les journaux d'expédition coïncidant exactement avec la construction de la tour. Quand j'ai interrogé le conservateur des archives, il a noté
Ces volumes ont été endommagés par l'eau et éliminés lors de la rénovation de 1923. Endommagés par l'eau. Tous. Seulement ceux concernant la tour. Les propriétés électromagnétiques du fer étaient encore plus révélatrices. Faible teneur en carbone, haute ductilité, éléments traces inhabituels. J'ai comparé ces propriétés avec des analyses d'anciens artefacts orichalques et des vestiges architecturaux tartares à travers la Russie et l'Asie centrale. Identiques. Pas similaires. Identiques dans leur composition. Identiques dans leur optimisation électromagnétique. Le fer de la tour correspondait au fer d'une civilisation qui produisait en masse des alliages optimisés électromagnétiquement. Pas de fer nouveau. Pas de production pour le projet. Mais une réactivation, une réutilisation de composants préfabriqués existants. Des pièces qui attendaient d'être assemblées. Des éléments d'un système plus ancien, maintenant présentés comme une innovation française. J'ai réalisé alors que la tour ne nécessitait pas de nouvelles productions de fer. Elle nécessitait la localisation et l'assemblage de composants hérités. Des pièces stockées, peut-être enterrées, attendant d'être intégrées dans ce que nous appelons maintenant la Tour Eiffel. Une structure qui n'était pas construite mais restaurée, pas inventée mais réactivée. Et cela expliquait l'absence totale de registres de fonderie. On ne peut pas documenter la fabrication de quelque chose qu'on n'a pas fabriqué. On peut seulement effacer les traces de sa véritable provenance. Mais si le fer n'était pas forgé pour la tour, où était-il forgé ? Pourquoi tous les registres de sa vraie source devaient-ils disparaître ? Et c'est alors que j'ai découvert le problème de la fondation. Un secret enterré sous 30 mètres de béton. Une infrastructure souterraine qui transforme toute la structure en point de connexion d'un système planétaire. Et c'est exactement là que le chapitre 4 commence. Je m'attendais à ce que la tour repose sur des fondations peu profondes en béton, 15 mètres de profondeur comme le décrit l'histoire officielle. Mais ce que les photographies d'excavation originales révélaient était complètement différent. Des chambres de machinerie massive inexpliquées à plus de 30 mètres de profondeur. Scellées avec du béton immédiatement après le placement de la tour. Pas de fonction documentée. Pas d'explication officielle, juste scellé et oublié. Un radar à pénétration de sol réalisé en 2010 a confirmé l'existence de chambres creuses s'étendant à plus de 50 mètres sous le niveau officiel des fondations. Les résultats de cette étude n'ont jamais été publiés. Pourquoi ? J'ai trouvé une photographie d'excavation de fondation de 1887, rarement reproduite. Des ouvriers debout à côté d'une entrée de tunnel bordée de briques menant sous l'empreinte de la tour. Avec une infrastructure de tuyauterie en fer déjà en place, pas en cours d'installation, déjà présente. L'équipement en arrière-plan portait des étiquettes dans une langue que les experts linguistiques n'ont pas identifiée comme du français. Cette photographie a été retirée des archives officielles d'Eiffel en 1931, redécouverte dans une collection privée en 2008. Les excavations des fondations auraient atteint un sol stable à 15 mètres selon le récit officiel. Pourtant, les relevés géologiques confirment que la nappe phréatique de Paris se trouve à 8 mètres de profondeur à l'emplacement de la tour. L'histoire officielle prétend que des caissons à air comprimé ont maintenu l'eau à distance. Mais aucune description contemporaine de la technologie des caissons ne correspond à l'échelle requise pour ce projet. Comment maintenir une excavation de 15 mètres au sec dans 8 mètres d'eau souterraine ? Soit les fondations s'étendent beaucoup plus profondément dans des chambres préexistantes sèches, soit la tour flotte sur 8 mètres d'eau souterraine par des moyens défiant la physique. Tous les plans montrant des sections transversales des fondations en dessous de 20 mètres de profondeur ont été classifiés par le ministère de la Culture français en 1955. La même année exacte où le gouvernement a commencé un projet de croix-tanquée renforcement structurel, nécessitant un accès au sous-sol scellé pour des croix-tanquées raisons de sécurité. Détail du renforcement, classifié. Fermeture de l'accès, permanente. Raison donnée, préservation de l'intégrité historique. Qu'y avait-il en dessous qui nécessitait un scellement permanent ? La configuration des chambres correspondait à un schéma que j'avais vu ailleurs, sous les tours du Kremlin de Moscou.
sous la tour Suyumbike de Kazan, sous des dizaines de Kwatanke tours d'observation d'Asie centrale, toutes présentant des chambres hydrauliques profondes s'interfaçant avec des réseaux d'eau souterrains. Pas des fondations, mais des points d'interface. La tour n'était pas construite sur la Terre. Elle était connectée à la Terre comme un composant dans un système hydraulique et électromagnétique à l'échelle planétaire. J'ai compris que ces chambres n'étaient pas des supports structurels. Elles étaient des interfaces fonctionnelles. Des points de connexion entre la structure en surface et les canaux d'eau souterrains. Un système conçu pour utiliser l'eau comme médium conducteur, pour créer des circuits électromagnétiques utilisant les ressources naturelles de la planète. Pas d'ingénierie moderne, pas d'innovation du 19e siècle, mais quelque chose d'hérité, quelque chose de compris par une civilisation qui construisait avec la Terre, pas contre elle. Et c'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la Tour Eiffel, c'était la Tartarie, ou du moins les échos de quelque chose comme ça. Une civilisation qui utilisait l'eau, la géométrie et la résonance comme un seul système intégré. Un système qui créait de belles structures qui étaient aussi des machines fonctionnelles. Pas des moteurs que nous alimentons, mais des structures qui s'alimentent elles-mêmes. Et cela nous amène à l'exposition elle-même, parce que l'exposition universelle de 1889 ne célébrait pas ce que la France avait construit. Elle démontrait ce qui avait été hérité. Un dévoilement technologique si révélateur qu'il a dû être systématiquement effacé de l'histoire. Et c'est exactement là que le chapitre 5 commence. Je m'attendais à trouver une foire industrielle typique, avec des pavillons nationaux et des expositions commerciales. Mais ce que l'exposition universelle de 1889 révélait était bien plus troublant. Plus de 200 démonstrations architecturales de technologies électromagnétiques, hydrauliques et harmoniques. Sans inventeur clair, sans documentation de brevets, sans développement commercial ultérieur. Des technologies démontrées une fois, puis disparues du registre public. Comment 200 innovations majeures peuvent-elles simplement disparaître ? J'ai ouvert les pages du catalogue de l'exposition archivée à la Bibliothèque nationale. Les fontaines lumineuses alimentées par des courants telluriques naturels. La galerie des machines présentant plus de 40 moteurs électromagnétiques ne nécessitant aucune source d'alimentation externe. Le palais de l'électricité contenant des systèmes d'éclairage sans fil précédant les démonstrations en courant alternatif de Tesla de 2 ans. 2 ans avant que Tesla ne invente l'éclairage sans fil. Il était déjà démontré à Paris. Les ampoules incandescentes d'Edison de 1879 nécessitaient un câblage direct et généraient une chaleur intense. Les photographies de l'exposition montrent des milliers d'ampoules illuminant la tour et les terrains sans câblage visible. Pas de fumée de générateur. Pas de livraison de charbon documentée malgré 6 mois de fonctionnement de la foire. L'explication officielle ? Système de câbles souterrains innovant. Câbles souterrains, jamais excavés, jamais documentés, emplacement inconnu. Comment alimenter des milliers d'ampoules pendant 6 mois sans source d'énergie visible ? Pourquoi aucun registre des générateurs requis pour une telle charge électrique ? Sur 63 innovations technologiques exposées lors de l'exposition de 1889, seulement 7 ont des demandes de brevets traçables. Les 56 restantes apparaissent dans les catalogues d'exposition avec des descriptions techniques détaillées, puis disparaissent du registre historique. Pas de développement commercial, pas d'exposition de suivi, pas de notice nécrologique d'inventeur. Comme si les technologies étaient des démonstrations de connaissances héritées, pas de nouvelles inventions. J'ai examiné la disposition de l'exposition depuis une vue aérienne. Le schéma formait une spirale de rapports dorés précise avec la tour Eiffel au centre. Des voies rayonnantes s'alignant avec des canaux d'eau souterrains et des lignes laies électromagnétiques. Pas de planification urbaine décorative, mais un diagramme de circuit fonctionnel. L'exposition entière était une démonstration de la façon dont l'infrastructure tartare fonctionnait. La tour comme résonateur central, les bâtiments comme récepteurs, l'eau et la terre comme médium conducteur. Pas une foire, un schéma de circuit à l'échelle urbaine. Des ingénieurs contemporains ont décrit les fontaines lumineuses comme
alimentés par l'énergie de la Terre elle-même. Pas métaphoriquement, littéralement. Des fontaines qui pompaient de l'eau et émettaient de la lumière sans générateur visible. Des systèmes qui s'auto-alimentaient en utilisant des propriétés que nous ne comprenons plus. La galerie des machines contenait des moteurs qui tournaient indéfiniment. Les visiteurs ont rapporté avoir vu des roues de 40 mètres tourner pendant des heures sans carburant apparent. Les descriptions officielles utilisaient des termes comme « mouvement perpétuel » et « énergie ambiante », termes que la science moderne rejette comme impossibles. Pourtant, ils fonctionnaient. Devant des milliers de témoins, pendant 6 mois. J'ai compris que l'exposition n'était pas une célébration de l'innovation française. C'était une démonstration d'un système hérité, une révélation de technologies que nous avons oubliées, une preuve que la civilisation avant nous comprenait l'énergie d'une manière que nous avons perdue. Une civilisation qui construisait des structures qui s'harmonisaient avec les forces naturelles de la planète, qui utilisait l'eau, la terre et l'atmosphère comme composants dans un réseau électrique planétaire, qui créait de la beauté architecturale qui était aussi une ingénierie fonctionnelle, une sorte d'ingénierie naturelle que nous ne comprenons plus. Et puis, dans les 18 mois suivant la fermeture de l'exposition, quelque chose s'est produit. Les technologies ont disparu. Les inventeurs se sont évanouis. Et le récit a changé. Un effacement systématique si complet qu'il a transformé la démonstration la plus révélatrice de technologie avancée en une simple foire commerciale dans nos livres d'histoire. Et c'est exactement là que le chapitre 6 commence. Je m'attendais à un développement commercial graduel et à des litiges de brevets pour les technologies exposées. Mais ce que j'ai découvert entre 1890 et 1895 était un effacement systématique. 41 brevets liés à l'exposition déposée en 1889 à 1890, reclassés, expirés / abandonnés en 1893, malgré une viabilité commerciale claire. Les inventeurs de transmission d'énergie sans fil, de résonateurs hydrauliques et de dispositifs d'amplification électromagnétique se retirent tous simultanément de la vie publique en 1891 à 1892. Pas 1 ou 2 inventeurs, 41, tous au même moment, tous travaillant sur des technologies similaires. J'ai examiné les registres du Bureau des brevets dans les archives de l'INPI français. Les demandes de 1889 à 1890 contenaient des dessins techniques détaillés, des spécifications précises, des démonstrations de fonctionnement prouvées lors de l'exposition. Quand j'ai croisé ces numéros de brevets avec le catalogue de 1895, les mêmes numéros étaient maintenant répertoriés comme retirés à la demande du demandeur. J'ai fait analyser les signatures de retrait par un examinateur de documents judiciaires en 2015. Son rapport n'a jamais été publié, mais j'ai obtenu une copie. Conclusion, les signatures étaient des faux. Pas toutes de la même main. Pas des signatures originales des inventeurs. Forgées par quelqu'un qui avait accès au registre de brevets. Pourquoi forger des retraits de brevets pour des technologies viables ? Pourquoi 41 inventeurs abandonneraient-ils simultanément un travail commercialement rentable ? J'ai retracé les inventeurs eux-mêmes. 23 n'avaient aucun registre après 1892. Pas de certificat de décès, pas d'adresse ultérieure, pas de mention dans les journaux, comme s'ils avaient cessé d'exister. 12 autres sont apparus dans des registres d'immigration vers l'Amérique du Sud et l'Australie entre 1891 et 1893. Des départs soudains sans explication documentée. 6 inventeurs sont morts dans des accidents en 1891 à 1892. Des effondrements de bâtiments, des incendies d'ateliers, des crises cardiaques chez des hommes de 30 à 40 ans. Aucune enquête, aucun rapport de coroner. Juste des notices nécrologiques brèves mentionnant des causes accidentelles. Le schéma était impossible à ignorer. Des inventeurs travaillant sur l'énergie électromagnétique, disparus ou morts. Des inventeurs travaillant sur les systèmes hydrauliques résonnants, disparus ou morts. Des inventeurs travaillant sur l'éclairage sans fil,
disparus ou morts. Tous dans une fenêtre de 18 mois après la démonstration publique de leur technologie à l'exposition de 1889. J'ai trouvé une lettre dans une collection privée, écrite en 1893 par un ancien ingénieur de l'exposition à un collègue en Suisse. Il décrivait des visites de représentants du gouvernement, Des offres de paiement pour abandonner certaines lignes de recherche, des menaces implicites contre ceux qui refusaient. La lettre se terminait « Je pars pour l'Argentine le mois prochain. Je vous conseille de faire de même si vous tenez à votre vie. » Cette lettre a été acquise aux enchères en 2003. L'acheteur a tenté de la faire authentifier. Les archives nationales françaises ont refusé de commenter. L'acheteur est décédé en 2005. La lettre a disparu de la succession. Les technologies elles-mêmes ont été réécrites dans l'histoire. Les fontaines lumineuses deviennent de simples jeux d'eau décoratifs. Les moteurs électromagnétiques deviennent des curiosités expérimentales. L'éclairage sans fil devient un éclairage à gaz innovant. La transformation était systématique, méthodique, complète. En 1895, 6 ans après l'exposition, aucune des technologies démontrées en 1889 ne restait en développement actif. Aucune. Des innovations qui auraient révolutionné l'industrie, le transport, l'éclairage domestique. Toutes abandonnées, toutes oubliées, toutes réécrites comme des curiosités sans importance. Avant d'aller plus loin, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie au début de ce voyage, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut vraiment la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. J'ai compris que l'effacement n'était pas accidentel. Ce n'était pas le résultat d'un échec commercial ou d'une obsolescence technique. C'était délibéré, coordonné, nécessaire pour transformer la démonstration la plus révélatrice de technologies avancées héritées en une simple foire commerciale historique. Parce que si ces technologies étaient reconnues pour ce qu'elles étaient vraiment, des héritages d'une civilisation antérieure, toute notre compréhension de l'histoire s'effondrerait. Et c'est exactement là que nous devons aller maintenant, vers la question qui change tout. Qui était cette civilisation ? Et que nous ont-ils vraiment laissé ? Et c'est exactement là que les chapitres suivants commencent. Je m'attendais à ce que le réseau de structures similaires à travers le monde soit une coïncidence architecturale. Mais ce que j'ai découvert était un système planétaire coordonné. Des tours à travers l'Europe, l'Asie et les Amériques. Toutes construites selon les mêmes principes. Toutes positionnées à des latitudes et longitudes spécifiques. Toutes s'interfaçant avec des réseaux d'eau souterrains. Toutes présentant une architecture électromagnétique identique. Pas des innovations parallèles. Un seul système hérité. J'ai cartographié 87 structures majeures construites entre 1850 et 1900 à travers le monde. Des tours, des halles d'exposition, des palais en fer et en verre. Toutes partageant des caractéristiques impossibles à expliquer, comme des développements indépendants. Toutes présentant la même optimisation électromagnétique. Toutes positionnées selon la même géométrie planétaire. La tour Wardenclyffe de Tesla à New York, le Crystal Palace de Londres, les tours du Kremlin, la Suyong-Biké de Kazan, le Washington Monument. Des dizaines de structures d'exposition mondiales construites puis démolies dans des délais mystérieusement courts. Pourquoi construire des structures massives pour les démolir quelques années plus tard ? Pourquoi toutes présentaient-elles la même architecture de conductivité électromagnétique ? Le Crystal Palace de Londres a été construit en 1851 pour la Grande Exposition. Une structure en fer et en verre de 564 mètres de long. Assemblée en 6 mois avec des techniques innovantes jamais documentées auparavant. Des photographies de construction montrent des composants arrivant préassemblés. Pas de fabrication sur site. Pas de forge sur site. Juste l'assemblage de pièces qui semblaient avoir été produites ailleurs. Où ? La structure a brûlé en 1936 dans un incendie d'une intensité inexpliquée.
Le fer et le verre ne brûlent pas à des températures normales. Pourtant, le Crystal Palace a été complètement détruit. Tous les composants ferreux fondus au-delà de la possibilité d'analyse. Tous les plans de construction détaillés détruits dans le même incendie qui aurait miraculeusement épargné les archives administratives stockées dans le même bâtiment. La tour Wardenclyffe de Tesla a été démolie en 1917 pendant la Première Guerre mondiale, officiellement pour préoccupation de sécurité nationale. La structure n'était pas achevée, pas fonctionnelle selon le récit officiel. Pourtant, elle nécessitait une démolition d'urgence au milieu d'une guerre. Les composants ont été enterrés sur place, pas vendus pour la ferraille comme c'était courant en temps de guerre. Enterrés, scellés, rendus inaccessibles. Pourquoi enterrer de la ferraille précieuse en temps de guerre au lieu de la recycler? Qu'avait la tour qui nécessitait non seulement une démolition, mais un enterrement? Des dizaines de halles d'exposition mondiale ont suivi le même schéma, construites avec des architectures électromagnétiques sophistiquées, utilisées pendant quelques mois ou années, puis démolies avec une urgence inhabituelle. Les composants soit enterrés, soit fondus, soit perdus. Aucune préservation malgré leur importance architecturale et technologique. L'exposition de Chicago de 1893 présentait la ville blanche, 200 bâtiments construits en moins d'un an. Des structures massives en plâtre et en fer présentant une architecture électromagnétique sophistiquée, démolies en 1894, officiellement parce qu'elles étaient temporaires. Mais les photographies montrent des fondations permanentes en pierre, des infrastructures souterraines extensives, des systèmes de câblage complexes, pas temporaires, permanentes, puis détruites délibérément. J'ai compris que ces structures n'étaient pas des constructions nouvelles. Elles étaient des réactivations, des points de connexion dans un réseau planétaire qui avait été temporairement réveillé, démontré au public, puis rapidement démantelé avant que trop de gens ne comprennent ce qu'ils voyaient vraiment. Un système d'énergie mondiale utilisant l'atmosphère, l'eau et la terre comme médium conducteur. Des tours comme résonateurs, des structures comme récepteurs. Pas de combustion, pas de câbles sur de longues distances, juste la résonance avec les fréquences naturelles de la planète. Une sorte d'ingénierie naturelle qui s'harmonisait avec le monde au lieu de le combattre. Et toutes ces structures partageaient une origine commune. Pas l'innovation du XIXe siècle, mais des connaissances héritées d'une civilisation qui comprenait ces principes. Une civilisation dont les vestiges étaient réutilisés, restaurés, brièvement réanimés. Une civilisation que nous appelons maintenant la Tartarie. Et cela nous amène directement aux cartes. Des cartes qui montrent un empire massif occupant l'Asie centrale jusqu'au début du XIXe siècle. Un empire qui a disparu des cartes modernes comme s'il n'avait jamais existé. Un effacement cartographique si complet qu'il a transformé l'un des plus grands empires de l'histoire en une note de bas de page oubliée. Et c'est exactement là que le chapitre suivant commence. Je m'attendais à ce que la Tartarie soit un terme géographique vague utilisé par les cartographes européens. Mais ce que les cartes originales révélaient était un empire spécifique, bien défini, avec des frontières claires, des villes nommées et des infrastructures documentées. Des cartes du XVIIe et XVIIIe siècle montrant Grande Tartarie, occupant la majeure partie de l'Asie centrale. Pas une région vague, un empire avec une capitale, des provinces et une structure administrative. Puis, au milieu du XIXe siècle, il disparaît. J'ai examiné des cartes successives pour suivre la transition. Une carte de 1780 montre la Grande Tartarie couvrant de la Caspienne à la Chine. Une carte de 1820 montre toujours l'empire clairement délimité. Une carte de 1850 commence à montrer des étiquettes changeantes, des frontières floues. Une carte de 1880 ne montre plus la Tartarie du tout, juste la Russie, la Chine, la Perse. Comme si un empire qui existait depuis des siècles avait simplement cessé d'exister en quelques décennies. Comment un empire disparaît-il sans guerre documentée, sans conquête enregistrée,
sans traité de paix. Les encyclopédies du XVIIIe siècle décrivent la Tartarie comme le plus vaste empire du monde connu. Des descriptions de villes magnifiques, d'architecture avancée, de systèmes d'irrigation sophistiqués, des voyageurs européens décrivant des structures impossibles à reproduire avec les technologies actuelles. Des rapports de systèmes d'éclairage ne nécessitant ni huile, ni feu. De l'eau courante dans des villes situées loin des sources d'eau évidentes. Tout cela dans des textes du XVIIIe siècle. Puis, silence au XIXe. J'ai trouvé un atlas encyclopédique de 1771 publié en France. Une section entière consacrée à la Grande Tartarie. Des gravures détaillées montrant l'architecture, des descriptions de leur système administratif, des notes sur leurs technologies hydrauliques avancées. L'encyclopédie décrivait des tours de pierre qui canalisent la foudre sans dommage, des fontaines qui coulent sans pompe visible, des lanternes qui brillent sans flamme. Pas de mythologie, des observations de voyageurs. Les éditions ultérieures du même atlas montrent quelque chose d'étrange. L'édition de 1821 contient toujours la section Tartarie, mais avec un langage édulcoré. Les technologies avancées deviennent des pratiques curieuses. Les systèmes hydrauliques sophistiqués deviennent des méthodes d'irrigation primitives. L'édition de 1856 ne contient plus de section Tartarie du tout. Juste une note de bas de page. Terme obsolète pour diverses régions d'Asie centrale. Comment un empire bien documenté devient-il un terme obsolète en 80 ans? Des photographies prises en Asie centrale entre 1860 et 1900 montrent des ruines de structures massives. Pas de construction primitive. Des édifices sophistiqués en pierre et en fer présentant une architecture électromagnétique identique à celle de la Tour Eiffel. Des tours avec des conduits de cuivre. Des fondations s'étendant profondément dans le sol. Des systèmes d'irrigation complexes reliant des villes à des centaines de kilomètres. Ces structures apparaissent dans des photographies étiquetées « ruines anciennes ». Mais elles ne ressemblent pas à des ruines antiques. Elles ressemblent à des bâtiments récemment abandonnés. Des fenêtres intactes, des décorations détaillées non érodées, une végétation suggérant des décennies d'abandon, pas des siècles. Comme si ces villes étaient habitées au début du XIXe siècle et abandonnées soudainement. J'ai trouvé des récits de voyageurs russes décrivant des villes désertes en Asie centrale dans les années 1850 à 1870. Des villes entières abandonnées avec toutes leurs infrastructures intactes. Des systèmes d'eau encore fonctionnels. Des bâtiments structurellement sains. Mais pas de population, pas de signes de guerre ou de maladie, juste vide. Un voyageur écrivait en 1864 « Nous sommes entrés dans une ville qui aurait pu contenir 50 000 âmes. Les bâtiments étaient magnifiques, construits avec une précision que nos meilleurs artisans ne pourraient égaler. Pourtant, elle était totalement déserte. Aucun signe de violence, aucun pillage. Comme si les habitants étaient simplement partis un jour et n'étaient jamais revenus. Où sont-ils allés? Pourquoi des villes entières ont-elles été abandonnées sans explication? Le schéma était cohérent à travers l'Asie centrale. Des structures sophistiquées, une architecture électromagnétique, des systèmes hydrauliques avancés, puis un abandon soudain au milieu du XIXe siècle, suivi d'un effacement cartographique et historique, transformant une civilisation avancée en une région primitive de nomades. J'ai compris que la Tartarie n'était pas un terme géographique vague. C'était une civilisation réelle, avec une technologie avancée qui a été systématiquement effacée de l'histoire. Une civilisation qui comprenait les principes électromagnétiques et hydrauliques que nous redécouvrons maintenant. Une civilisation dont les structures ont été réutilisées, rebaptisées et présentées comme des innovations du XIXe siècle. La Tour Eiffel n'était pas une création française, c'était une réactivation tartare. Et cela nous amène aux inondations,
Des événements catastrophiques qui ont balayé les villes du monde entier au milieu du 19e siècle. Des inondations qui ont enterré des étages entiers de bâtiments. Des inondations dont les récits officiels ne correspondent pas aux preuves physiques. Et c'est exactement là que le chapitre suivant commence. Je m'attendais à ce que les villes du 19e siècle soient construites au niveau du sol. Mais ce que les photographies d'époque révélaient était troublant. Des villes entières avec des premiers étages enterrés, des fenêtres et des portes semi-enterrées, des gens accédant aux bâtiments par ce qui était clairement des étages supérieurs. Pas seulement dans une ville, dans des centaines de villes à travers l'Europe, l'Asie et les Amériques. Comme si le niveau du sol avait augmenté de plusieurs mètres en peu de temps. Des photographies de Paris, prises dans les années 1860 à 1870, montrent des bâtiments avec des fenêtres de sous-sol remplies de terre. Des rues surélevées de 2 à 3 mètres au-dessus des entrées de bâtiments d'origine. Des égouts qui s'écoulaient vers le haut depuis leur point de connexion d'origine. L'explication officielle, rehaussement progressif des rues pour améliorer le drainage. Mais le rehaussement de rue ne remplit pas les fenêtres de sous-sol de sédiments. Le rehaussement de rue ne crée pas des strates de dépôt ressemblant à des sédiments d'inondation. J'ai examiné des fouilles archéologiques à travers l'Europe, Lisbonne, Rome, Londres, Saint-Pétersbourg. Toutes montraient le même schéma. 2 à 4 mètres de sédiments déposés au-dessus des surfaces de rue originales du 19e siècle. Des sédiments contenant des artefacts datant des années 1840 à 1860. Pas de périodes anciennes, du milieu du 19e siècle. Quelque chose a enterré les rues du monde entier vers 1850 à 1870. Les récits officiels mentionnent des grandes inondations dans diverses villes. L'inondation de Paris en 1658, l'inondation de la Neva en 1824. Mais les dates ne correspondent pas aux preuves physiques. Les sédiments contiennent des objets manufacturés des années 1840 à 1860. Des journaux, des pièces de monnaie, des bouteilles, tous enterrés sous des mètres de sédiments déposés soudainement. Des photographies de Saint-Pétersbourg des années 1860 montrent des édifices impériaux magnifiques avec leurs premiers étages enterrés. Des palais conçus avec de grands escaliers d'entrée maintenant à moitié enfouis. L'explication officielle, les architectes ont mal calculé les niveaux d'inondation. Les architectes impériaux russes, qui avaient construit des palais pendant des siècles, ont soudainement oublié comment calculer les niveaux d'inondation, tous en même temps, dans tout l'Empire. Des villes américaines montraient le même schéma. Seattle, San Francisco, Chicago, toutes avec des villes souterraines consistant en ce qui était clairement des rues et des bâtiments de niveau au sol enterrés sous plusieurs mètres. Expliqués comme projet de rehaussement de niveau pour améliorer le drainage. Mais pourquoi rehausser des villes entières plutôt que d'améliorer le drainage existant ? Et pourquoi toutes ces villes ont-elles entrepris des projets de rehaussement massifs simultanément entre 1850 et 1880 ? J'ai trouvé des récits de journaux décrivant des tempêtes de boue dans les années 1860 à 1870. Pas de fortes pluies, des tempêtes de boue. Des pluies chargées de sédiments qui déposaient des couches de boue épaisses. Des témoignages oculaires décrivant le ciel devenant brun et opaque. De la boue tombant du ciel pendant des jours. Des rues enterrées sous des mètres de sédiments en quelques semaines. Comment de la boue tombe-t-elle du ciel ? Quel événement cataclysmique projette des millions de tonnes de sédiments dans l'atmosphère ? Les cartes géologiques montrent quelque chose d'inhabituel. Des couches de sédiments datées du milieu du 19e siècle apparaissent à travers le monde dans des régions géographiquement non liées. Pas de dépôt glaciaire, pas d'éruption volcanique locale, mais un événement de dépôt global concentré entre 1850 et 1880. J'ai compris que ces inondations et projets de rehaussement n'étaient pas des événements séparés locaux. C'était une seule catastrophe mondiale. Un événement qui a enterré les villes du monde entier sous des mètres de sédiments. Un événement qui coïncidait exactement avec la disparition de la Tartarie des cartes, avec l'abandon de villes sophistiquées en Asie centrale, avec la démolition ultérieure de structures électromagnétiques à travers le monde.
Peut-être que les bâtiments n'ont pas été enterrés par des inondations naturelles. Peut-être qu'ils ont été enterrés délibérément, pour cacher les infrastructures souterraines, pour sceller les chambres hydrauliques, pour effacer les preuves d'un système énergétique planétaire. Les étages enterrés de Paris ne sont pas des sous-sols. Ce sont des étages originaux de niveau au sol, enterrés après l'événement, scellés sous les nouvelles rues surélevées, rendant inaccessible tout ce qui était en dessous. Et la tour Eiffel a été construite juste après cet événement, pas sur un nouveau terrain, mais sur un site qui avait été préparé, nettoyé, scellé, avec ses fondations profondes s'étendant dans des chambres préexistantes qui étaient maintenant cachées sous les nouveaux niveaux de rue. La tour n'était pas une nouvelle construction, c'était une réactivation de quelque chose qui existait déjà sous terre, une connexion à une infrastructure tartare maintenant enterrée et cachée. Et cela nous amène directement à la question qui change tout. Qu'est-il arrivé à la civilisation tartare? Et pourquoi leur effacement était-il nécessaire? Et c'est exactement là que le chapitre suivant commence. Je m'attendais à trouver des registres de guerre ou de conquête expliquant la disparition de la Tartarie. Mais ce que j'ai découvert était un vide documentaire absolu. Aucune campagne militaire majeure en Asie centrale entre 1820 et 1860 correspondant à l'échelle nécessaire pour conquérir un empire de cette taille. Aucun traité de paix documentant la cession de territoire. Aucun récit de bataille, de siège ou d'occupation. Un empire disparaît sans guerre documentée. Comment est-ce possible? Les expansions russes et chinoises en Asie centrale sont bien documentées. Chaque bataille, chaque traité, chaque annexion territoriale enregistrée dans les archives militaires. Pourtant, il n'y a pas de registre correspondant à la conquête d'un empire de la taille montrée sur les cartes de 1820. Pas de campagne expliquant comment des centaines de villes sophistiquées sont devenues des ruines désertes en quelques décennies. Les recensements russes des années 1850 à 1870 montrent quelque chose d'étrange. Des régions d'Asie centrale répertoriées comme récemment annexées, avec des populations de seulement quelques milliers de personnes. Pourtant, les photographies de ces mêmes régions montrent des villes capables d'abriter des dizaines de milliers, des infrastructures pour des populations massives, des systèmes d'eau pour des grandes îles. Où était passée la population? Un rapport du gouverneur russe de 1862 décrivait l'entrée dans une ville d'Asie centrale capable de contenir 50 000 habitants, mais ne contenant que 300 âmes, principalement des bergers nomades vivant dans les ruines. Le rapport notait que les bâtiments étaient structurellement sains et que les systèmes d'eau fonctionnaient encore. Mais la ville était vide. Pas de fosse commune, pas de preuves de maladie, pas de signes de fuite précipitée, juste l'absence. J'ai trouvé des schémas similaires à travers le monde. Des villes abandonnées en Amérique du Nord et du Sud au milieu du XIXe siècle. Des sites sophistiqués au Moyen-Orient décrits comme récemment désertés dans les années 1860 à 1880. Des structures avancées trouvées vides sans explication dans les rapports coloniaux. Comme si des populations entières avaient disparu simultanément à travers le monde. Les registres paroissiaux européens montrent quelque chose de troublant. Des baisses de population dans les années 1840 à 1860 ne correspondant à aucune peste, famine ou guerre documentée. Des villes entières montrant des diminutions de 20 à 40% sans explication enregistrée. Des registres de décès ne justifiant pas les chiffres. Des registres d'émigration ne correspondant pas non plus. Des populations disparaissant des registres officiels. Et puis, il y avait les orphelinats. Des photographies des années 1860 à 1880 montrent des orphelinats massifs dans les villes européennes et américaines. Des installations capables de loger des milliers d'enfants. Des institutions construites soudainement pour gérer des afflux d'orphelins. Pourquoi une augmentation massive d'orphelins si aucune catastrophe majeure n'était enregistrée? Les registres d'orphelinats sont étrangement vagues. Origines inconnues. Parents non enregistrés. Trouvés abandonnés. De milliers d'enfants apparaissant dans les institutions sans histoire familiale documentée. Comme si une génération entière avait perdu ses parents en même temps.
J'ai compris que quelque chose de catastrophique s'était produit au milieu du 19e siècle. Quelque chose qui a dépeuplé des villes, enterré des infrastructures et nécessité l'effacement systématique d'une civilisation entière des registres historiques. Pas une conquête militaire, quelque chose d'autre. Peut-être un événement cataclysmique lié à l'infrastructure énergétique elle-même. Un système planétaire de résonateurs électromagnétiques et de chambres hydrauliques. Qu'arrive-t-il quand un tel système connaît une défaillance catastrophique? Quand les résonateurs s'amplifient mutuellement jusqu'à des fréquences destructrices? Quand les chambres hydrauliques subissent une surpression simultanée? Des témoignages oculaires des années 1840 à 1850 décrivent des phénomènes atmosphériques inhabituels. Des aurores boréales vues à des latitudes tropicales, des tempêtes électriques d'une intensité sans précédent, des sons comme des trompettes entendus simultanément à travers des continents, des descriptions de cieux rouges et de terres tremblantes dans des régions géographiquement non liées. Puis vint le silence. Les descriptions des phénomènes atmosphériques cessèrent après 1860. Les références aux tours qui canalisent la foudre disparurent des textes. Les mentions de systèmes d'éclairage sans feu furent supprimées des éditions ultérieures, comme si le système avait été intentionnellement éteint, ou comme s'il avait échoué de manière catastrophique et avait été empêché de se réactiver. La tour Eiffel a été construite après cet événement, après la catastrophe, après l'effacement. Peut-être comme une tentative contrôlée de réactiver une partie du système. Une seule tour, isolée, testée lors de l'exposition de 1889, démontrée brièvement, puis ses capacités réelles cachées derrière le récit du monument décoratif. La conclusion devient inévitable. La Tartarie n'était pas seulement un empire, c'était une civilisation avec une infrastructure énergétique planétaire. Une infrastructure qui a connu une défaillance catastrophique au milieu du 19e siècle. Et la Tour Eiffel est l'un des derniers composants de ce système à être réactivé et présenté au public avant que toute la vérité ne soit scellée. Et cela nous amène au chapitre final, ce que cela signifie pour nous maintenant. Et c'est exactement là que nous terminons cette investigation. Alors me voici, à la fin de ce voyage, regardant la Tour Eiffel non plus comme un monument, mais comme une question. Une question qui remet en cause tout ce qu'on nous a appris sur le progrès, sur l'histoire, sur notre place dans le temps. Qu'avons-nous perdu? J'ai commencé cette recherche en m'attendant à confirmer l'histoire officielle. Un ingénieur brillant, une construction héroïque, un symbole de l'innovation française. Mais chaque document, chaque photographie, chaque vide dans les archives a révélé quelque chose de différent. Pas d'innovation mais de réactivation. Pas de construction mais de restauration. Pas de progrès mais de régression déguisée en avancement. La tour n'a pas été construite en 1889. Elle a été dévoilée. Les preuves sont indéniables une fois que vous les voyez. Le fer qui n'a pas été forgé pour le projet. Les fondations qui s'étendent dans des chambres préexistantes. L'antenne intégrée 9 ans avant l'invention de la radio. Les conduits électromagnétiques installés pour une structure décorative. L'alignement précis avec les canaux d'eau souterrains. La connexion avec un réseau mondial de structures similaires. Trop précis, trop coordonné, trop sophistiqué pour être une invention isolée du 19e siècle. Et le schéma s'étend bien au-delà de Paris. Des structures à travers le monde présentant la même architecture électromagnétique. Des villes enterrées sous des sédiments du milieu du 19e siècle. Un empire effacé des cartes en quelques décennies. Des populations disparaissant sans guerre documentée. Des technologies démontrées puis systématiquement supprimées. Ce n'était pas un événement isolé. C'était un effacement global, coordonné. J'ai compris que le monde avant nous était plus avancé. Pas avec des machines bruyantes et de la fumée de charbon, mais avec une sorte d'ingénierie naturelle qui s'harmonisait avec les forces planétaires, qui utilisait l'eau comme médium conducteur, qui créait de la résonance électromagnétique à travers l'atmosphère, qui construisait des structures belles qui étaient aussi des machines fonctionnelles. Pas des moteurs que nous alimentons, mais des structures qui s'alimentent elles-mêmes.